Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de Ça part en pod. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode et pour démarrer l'année ensemble. J'espère qu'il y aura plein de projets en 2026. Pour continuer dans cette série de podcasts, aujourd'hui on recentre un petit peu et on va échanger autour des différentes agences de l'agence Smart Industry, en l'occurrence Bayonne et Avignon, avec Morgane et Amida. On va échanger sur les rétextes, les sujets qu'on a eus au cours de l'année 2025, les différents éléments, quelques petites anecdotes. Bonjour Morgane. Eh bien, bonjour Alexandra, bonjour à tous, bonjour Amida. Morgane Cazobon, je suis dans l'aventure Agence Smart Industry depuis 2017, donc ça commence à remonter maintenant. Et j'ai eu l'occasion d'ouvrir l'agence de Bayonne en 2021. Donc c'est pareil, ça fait quelques années. Et toute seule pendant un petit moment, en recrutement il y a un peu plus d'1 an. Et l'aventure Agence Smart Industry continue. Et toi, Amida? Et du coup, Amida Fendiroux, directrice sud-est, pardon. Tu veux prendre sa place? Oui, c'est ça. La deuxième antenne, donc, qui suit les traces de Morgane et tout le beau travail qu'elle a accompli pour la région sud-est. Pareil, j'ai rejoint l'équipe un peu plus tard, en 2021, si je ne me trompe pas. Et en train de lancer l'agence au niveau sud-est qui commence à se développer aussi, donc avec un beau modèle à suivre. Essaye d'assurer la suite aussi pour la croissance et le développement au niveau du territoire. Le but aujourd'hui, évidemment, c'est d'essayer d'échanger. Ce que je vous propose, c'est aussi de pouvoir, sachant qu'on est dans des localités différentes, localisées de manière différente, avec aussi peut-être des secteurs qui sont différents, c'est essayer de partir d'un sujet quand même, la digitalisation. Jusque-là, je ne vous apprends rien, je pense. Mais c'est surtout de se dire, par rapport à ce qu'on a vu sur les différents terrains, est-ce qu'il y a des choses qui sont totalement différentes en fonction peut-être de l'agroalimentaire, toi, que tu as pu aussi voir, ou peut-être, tu vois, toi, dans la région un peu plus sud de Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'il y a des choses différentes, ou au final, est-ce que tous les industriels ont les mêmes besoins et se posent exactement les mêmes questions? Je pense que sans pré-shot la fin, à mon avis, on est plutôt sur ça, mais c'est toujours intéressant de voir sur les différents secteurs d'activité comment ça peut se représenter. Donc il y a un premier point, c'est évidemment, il faut commencer par quelque chose. Digitalisation industrielle, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que sont les industriels par rapport à ça? Moi, je dirais que principalement, et ce que j'ai tendance à dire maintenant, c'est, je pense qu'il n'y a pas un industriel maintenant qui ne sait pas ce que c'est l'industrie 4.0, jusque-là. Quand on a commencé, alors là je vais plutôt m'adresser à Morgane, mais quand on a commencé, c'est vrai qu'il y avait encore des industriels c'est pas qu'ils se posaient des questions, mais même parfois on pouvait tomber sur des gens qui étaient vraiment perdus par rapport à ça et qui ne savaient pas du tout par quoi prendre. Là, on a quand même moins ça. Mais il y a quand même toujours beaucoup de questions, etc. Surtout que ça va très vite. On va forcément parler de l'IA au cours de ce débat. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'avec tous les salons qu'il y a, les choses qui viennent au contact des industriels, il y a maintenant plus d'industriels qui se disent « Attends, le 4.0, qu'est-ce que c'est? La digitalisation ?» Non, oui, c'est sûr. C'est sûr. En effet, quand on a commencé, on entendait beaucoup parler d'industrie 4.0, mais c'était quand même assez inconnu. Et en fait, là, à cette époque-là, pas grand monde savait de quoi il en retournait, de quoi en parler. Aujourd'hui, je suis bien d'accord avec toi. C'est peut-être l'IA qui a remplacé le terme d'industrie 4.0 à l'époque où on parle. Mais oui, depuis, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de développement technologique. On travaille beaucoup avec des réseaux aussi, l'agroalimentaire, la métallurgie. Il y a plein de structures comme ça qui accompagnent aussi les industriels sur ces sujets pour leur apprendre un peu de quoi il en retourne et vers quelle voie se tourner, quoi. Après, je trouve qu'il y a quand même des secteurs, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps, Amida, mais je trouve qu'il y a des secteurs qui sont quand même plus en pointe, plus à l'avance. C'est vrai qu'on a tendance à parler de l'automobile, qui ont dû se digitaliser beaucoup plus vite, l'aéro, évidemment, des sujets complexes. Et on parlait un peu du sujet de l'agroalimentaire. Alors, pas qu'on veut taper sur l'agroalimentaire, c'est pas le but, mais c'est vrai qu'on se disait, et je veux bien ton point de vue là-dessus, on se disait, en termes de process, c'est ultra carré, parce qu'agroalimentaire, HACCP, il y a plein de process indus qui sont même presque plus drastiques parfois que des secteurs comme la défense, qui vont avoir des sujets plus spécifiques mais différents. Mais pour autant, la digit dans l'agro, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est encore un peu timide, quoi. C'est vrai que c'est un secteur qu'on a un peu plus approfondi cette année, de par le partenariat qu'on a développé avec le CRIT au niveau de la région sud. Et c'est vrai que sur le secteur agroalimentaire, on a vraiment, on va dire, un gros écart entre les très grosses structures. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'il y a
vraiment quelques grosses structures qui finalement sont minoritaires au niveau des entreprises et qui sont très avancées, mais on va dire loin devant d'un certain côté, parce que ce sont généralement des groupes, ce genre de choses. Et finalement, dans l'agro, il y a beaucoup de PME, PME-TPE, et c'est là où on voit un écart un peu plus élevé où même si, comme tu disais, je pense qu'on a vraiment gagné en maturité et je pensais notamment à l'après-Covid où ça a été un peu une prise de conscience de par le contexte et c'est vrai que moi je suis arrivée à l'agence à ce moment-là. Ouais. Et donc on voit que oui, les entreprises sont plus sensibilisées à ça, on sait de quoi on parle, mais après quand il faut passer à l'action, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que c'est ça, on sait qu'on doit y aller, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut mettre en place, on ne sait pas trop par où commencer. Et après, je pense qu'il y a aussi la notion d'investissement aussi qui peut faire peur pour des PME, TPE, qui ne se rendent pas compte finalement de ce qui existe sur le marché, qui ne se rendent pas compte qu'on peut mettre en place des outils, que finalement, voilà, à leur échelle, on peut aller progressivement sur des budgets assez accessibles en fait. Et je pense que c'est là où on a notre rôle à jouer, c'est aussi de leur présenter ce qui existe, de se dire même si vous êtes des plus petites équipes, il y a des choses, on peut mettre en place des choses et ça c'est super intéressant pour les petites structures en tout cas. Après, je rebondis un peu sur ce que tu disais. Quand tu disais il y a quand même un fossé entre les gros et les petits, alors forcément on le voit toujours. Je pense que c'est qu'une question step et il n'y a pas une industrie qu'on rencontre où on va se dire non mais toi vraiment oui non il y a rien qui est pour toi, continue à faire tes petits papiers dans ton coin, ça sera jamais le cas. Mais par contre tu vois moi je le vois de mes précédentes expériences dans l'agroalimentaire qui étaient plutôt les vins et spiritueux mais qui reste quand même de l'agroalimentaire. Je pense que la digite elle était portée par le marketing. Enfin tu vois il y avait quand même une grosse notion de parcours client. En plus, bon, moi, j'ai connu un peu le luxe et donc il fallait vraiment que ce soit la digite, mais portée plutôt pour le service client, l'expérience client, le parcours client. Et en prod, bah, au final, est-ce que c'est aussi par peur de faire confiance à la digitalisation pour gérer des données notamment parce que c'est vrai qu'en termes qualité, en termes, enfin, tu vois, c'est des notions qui sont quand même assez poussées pour la consommation finale. On parle de santé, hein, l'HACCP, en notion, c'est s'il y a un problème, c'est pas juste un problème, le client il n'est pas content parce que son produit il est cassé. C'est qu'il peut y avoir des vies en jeu. Donc forcément, quand on est en prod, parce que nous évidemment c'est le centre du truc, on sent qu'il y a quand même une notion mais là mes données elles vont aller où, comment je fais mes relevés, etc. quoi. Mais après je trouve quand même que l'agro, peut-être parce qu'ils étaient très poussés à un moment donné sur ça a été les premiers à mettre en place des processus, peut-être des ISO. Alors je suis pas qualiticienne et je sais pas quel ISO est arrivé en premier dans la hiérarchie des ISO, mais pour autant je pense qu'ils ont fait un gros travail il y a quelques années sur les processus. Et du coup, c'est très ancré. Et on ne touche pas trop à ça pour l'instant. Et donc, ça ralentit un peu le truc. Mais c'est dommage et en même temps très challengeant pour nous. Mais du coup, je pense que c'est intéressant, quoi. Forcément, on en parlait tout à l'heure, la digitalisation, ça passe maintenant par l'IA. Je trouve qu'on a de plus en plus de sujets. Enfin, en tout cas, j'ai senti en 2025 un peu un levier. C'est peut-être très fort, hein, c'est encore très fort. Mais en tout cas... on vit dans c'est vrai que cette phrase, je la dis souvent et je pense que vous allez me faire oui, c'est vrai que tu la dis souvent. Je dis, il y a quelques années de ça, la digitalisation était portée par le pro. Donc, c'est-à-dire qu'une personne, chez lui, il n'avait pas de PC, il n'avait pas Internet, il avait très peu d'accessibilité au numérique et à la digitalisation. Et donc, c'était quand il allait au travail qu'il avait la pointe de la technologie. C'est vrai qu'il faut se remettre ça dans ce contexte. Quand j'ai travaillé dans ma première société Courvoisier, c'était mon tuteur de stage de l'époque qui me disait mais tu te rends compte, moi mon premier ordinateur c'était une bête de course et ça c'était exceptionnel pour l'époque, tu vois. Et tu sais maintenant il me montrait son PC, je lui disais oui bon pas non plus les disquettes et les machins, et sauf que là depuis je veux pas dire de bêtises mais je pense une quinzaine d'années ça a totalement tourné. Donc c'est à dire qu'on a beaucoup plus d'accessibilité au digital chez soi. Forcément, exemple Uber, Netflix, etc. Et donc, on va dire le pendant de ça et le côté un peu négatif de ça, c'est que quand on mène un projet de digitalisation,
Les mecs, il faut que ce soit tout de suite. Ils comprennent pas pourquoi. Attendez, quoi, il y a 9 mois de projet, il y a 12 mois de projet, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 12 mois? Et donc ça, c'est un peu compliqué. Et le problème, c'est que l'IA est venue un peu en mode, ah bah tiens, il y a un truc, c'est révolutionnaire, on va claquer des doigts et ça va être mis en place. Et ça se fait encore plus vite. Et alors là, eh ben non, et toujours pas. Il faut un peu de temps. Et donc on a eu forcément des industriels qui sont venus taper à la porte pour dire projet Digit, oui, mais l'IA là-dedans, qu'est-ce qui se passe, etc. On n'est évidemment pas contre l'IA à l'agence, et bien au contraire que non. Il y a même des personnes qui se sont formées en interne à ça, et on prend plus à bras le corps. Et d'ailleurs, toi, Morgane, tu as eu quelques sujets un peu plus, en tout cas des retours d'expérience terrain où vraiment là, tu as travaillé avec ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous partager sur ça, justement? En fait, c'est vraiment assez aléatoire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sollicitations l'IA avant digitalisation, industrie 4.0. Oui. T'en parlais tout à l'heure, on n'entend plus trop parler, je dirais. La charrue avant les bœufs. Voilà. Et on est sollicité sur ce sujet-là. On commence à rentrer un petit peu dans le détail et parfois, on se rend compte que l'IA, on n'est pas forcément prêt à en parler là tout de suite, parce qu'il y a certaines briques qui ne sont pas encore là. Et en effet, on risque de mettre la charrue avant les bœufs. Mais il y a d'autres sujets où on est vraiment sur des vrais sujets IA avec des équipes en interne qui sont en veille vraiment sur les outils, le matériel qui se développe sans cesse, qui était sur liste d'attente pour des outils NVIDIA, etc. Avec des vrais sujets concrets, des POC en jeu plutôt avancés. Et là, on est sur des phases d'industrialisation. Donc il y a de réels sujets où on voit le gain potentiel de temps. Je ne peux pas aller trop dans le détail parce que c'est une entreprise dans un secteur assez particulier. Ils savent qu'il y a toujours des notions un peu... on peut dire, mais pas trop en dire. Donc normalement, pour les fervents défenseurs de Sapeur en Pod, ils sont déjà au courant. Très bien. Et pour le coup, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire en une semaine. En fait, ça va être même tellement de manière automatique qu'ils vont pouvoir faire des choses correctives et en plus faire du prédictif sur des sujets qui mettaient aujourd'hui 3 mois, voire qui n'avaient pas été touchés depuis 5 ans pour un autre sujet. Enfin, il y a de réelles retombées financières, d'optimisation des process. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Ça nous a beaucoup enrichi cette année. Et il y a d'autres sujets où on est encore aux phases de diagnostic complet, où on remet vraiment tout à plat. On se rend compte qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui ne sont pas du tout utilisés à leur plein potentiel. Alors on les utilise rarement à 100%, mais quand même, il y a vraiment les deux extrêmes aussi. Et là, avant de parler IA générative, IA prédictive, mettons déjà en place un bon ERP avec des bonnes données. Un bon MES pour essayer peut-être d'avoir des données Pourquoi un peu... pas. Voilà. En tout cas, il y a des briques, c'est sûr, et je pense que Mathieu, qui a été formé cette année justement sur le data analyst, data scientist et des notions d'IA, et qui a eu même des sujets un petit peu comme toi, où on est là au front sur certains sujets, chez certains clients. On va dire le maître mot pour le futur et pour les personnes qui pourraient nous regarder, qui se disent « Ah bah ouais, l'IA, etc. » C'est plutôt de se dire il y en aura pour tout le monde. On pourra, évidemment, on ne veut pas faire les vieilles choses en disant « Ah non, mais l'IA, attention, c'est oui, mais dans 10 ans, etc. » Non, pas du tout, c'est pas le dialogue qu'on veut apporter, mais c'est plutôt de dire maintenant, tout est IA. Je cite souvent l'anecdote, je ne sais pas si tu te souviens, quand on était allé au salon, c'est le salon de Paris Global Industrie, il y a quelques années de ça, il y a 5-6 ans, c'était maintenance prédictive, etc., etc. Et là, je ne sais plus sur quel salon je suis allée. Il n'y a plus du tout de maintenance prédictive. Maintenant, c'est grâce à l'IA. Je fais des devis grâce à l'IA. Je fais l'IA. Et là, tu dis, c'est marketing. Et le problème, c'est que foncièrement, un industriel qui voit ça et qui voit l'utilisation juste ne serait-ce que ChatGPT et l'utilisation de la nouvelle génération par rapport à ça, il se dit, attends, mais si on fait ça, pourquoi moi, faire mes devis, ça serait pas une IA qui l'a fait demain. Et en fait, il faut juste un petit peu de pédagogie, et ce qu'on essaye évidemment d'apporter à l'agence, toujours de la proximité, et pas faire peur aux gens. Ça reste évidemment de bien expliquer. Et l'explication première qu'on va apporter à ça, c'est « Ok, oui, bien sûr, si demain on peut automatiser, si tu fais toujours les mêmes devis, bien sûr qu'on va pouvoir l'automatiser, pas foncièrement avec de l'IA, mais déjà automatiser un process, donc la digitaliser. Et si demain, tu peux
peut-être te focus sur un parcours client, sur des clients particuliers, sur des secteurs grâce à l'IA, oui, là, ça a tout son sens. Mais avant de faire ça, il faut récolter des données de vente, des données de production, qu'est-ce qui te rapporte le plus. Et si déjà tu n'as pas ça, mon grand, bah, foncièrement, l'IA, il sera là, mais ça ne va pas beaucoup t'être utile, quoi. Et donc, c'est ça, on va dire, ce qu'on a essayé de véhiculer en 2025, c'était ça. Je pense qu'en 2026, ça va encore s'accélérer. Ce qui est cool, c'est que les solutions qu'on met sur le terrain pour capter la donnée ou structurer la donnée jouent le jeu aussi, parce qu'ils savent, même si c'est marketing et qu'ils vont dire on a un module d'IA, etc., pour la plupart, ils sont quand même pas bêtes et ils voient bien que leur solution va être tremplin pour le reste. Mais je pense qu'on va accélérer encore plus ça. Enfin, en tout cas, je pense qu'on va avoir des sujets très sympas qui arrivent. Et donc, ça va vraiment être très challengeant pour nous, quoi. Évidemment, je pense que l'IA, il y a des notions qui peuvent être partout. Tu parlais un petit peu de le rétexte que tu avais. Nous, en fin d'année aussi, avec Thomas, on a rencontré une société qui même avait déjà fait un POC, etc., un peu comme toi, voilà, qui avait fait des tests et qui commençait à interagir avec l'IA pour commencer à donner. En effet, il y a des vrais sujets industriels, il y a des super sujets. Ouais. Mais il faut toujours que ce soit pour répondre à un besoin. Je pense que Exactement. ça, c'est... Enfin, si on commence à dire « Ah, je vais mettre de l'IA parce que ça fait bien » ou parce que je vais pouvoir briller un peu en société, mauvais plan. Ou essayer vraiment, tu sais, c'est un peu à l'ancienne de dire « Ah bah tiens, je vais acheter ça, puis ça va répondre peut-être à un truc. » Non, t'as un besoin, on réfléchit à ton besoin, on le structure, c'est un peu... C'est notre approche. C'est notre essence, donc ça va, forcément, on va pas dire le sens contraire. Structurons ce besoin-là, voyons aussi si ce besoin cache pas un besoin sous-jacent, primaire, plus important, parce que des fois on ouvre une boîte de Pandore et le mec il nous appelle pour un truc et on dit ah oui mais attends mais ça là ça va pas du tout ton truc là, voilà. Et puis si doit y avoir, bien sûr qu'on sera là pour définir le besoin, pour aller chercher, voilà. Ça me permet de faire un petit pont sur la partie gestion de projet, hein, forcément. Bon, alors ça, c'est bien un truc que je pense qu'on partage tous, qu'importe où on est et qu'importe les régions. La partie gestion de projet industriel et ce qui nous anime, hein, au final. Je trouve qu'on a vraiment pris en maturité, j'aime pas le terme parce que ça veut dire qu'on était immature avant et je suis pas forcément fan. Mais pour autant, je pense qu'on a vraiment bien structuré notre démarche et ça se voit aussi, toi qui a grandi l'équipe dans l'année 2025 et toi qui est tout le challenge de l'année. Je trouve qu'on est plus à l'aise avec mener des projets de gestion et de pouvoir transmettre ça. C'est vrai qu'on a une patte à l'agence, c'est facile de le dire, on a une méthode, etc., elle est unique, etc. Je ne veux pas dire qu'on est plus ou moins bien que quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est quand même une méthode qui est assez particulière. Je ne sais pas comment, toi, ou ta vision, ou ce que, tu vois, les retours que tu as des industriels, en même temps, Mida, sur ça, sur cette méthode-là, sur cette partie de gestion de projet. Je pense qu'on a une vraie force là-dessus et je vais plutôt parler de la partie interne. C'est qu'en fait, on s'est construit un petit peu au fur et à mesure. Et ce qui a été hyper intéressant et ce qui nous a fait grandir aussi, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle personne arrivait dans l'équipe, elle a remis en cause un petit peu le fonctionnement et ce qu'on faisait à chaque fois. Et ce qui nous fait grandir, et c'est dès qu'il y a une nouvelle personne, dans la bière. Hein. Voilà, on se dit, la personne va avoir l'œil sur des choses, remettre en question des choses, et on se remet tous en question. Et je pense que c'est vraiment ça notre force aujourd'hui, c'est on évolue au gré des technologies, des sujets. On parlait de l'IA juste avant, mais aussi en interne de se dire qu'est-ce qui fonctionnait pas forcément, comment on peut gagner du temps, comment on peut être plus efficace. Et je pense que ces deux aspects, c'est déjà la collaboration avec des clients qui nous font des retours aussi. Et on essaye de s'améliorer à chaque fois pour être de plus en plus efficace. On travaille beaucoup aussi en sur-mesure, mais on s'adapte toujours. Et aussi, on va dire tout le travail de collaboration avec des offreurs de solutions avec qui on travaille beaucoup, qui nous font aussi des retours sur notre méthodologie, nos livrables. Et je trouve que du coup, c'est les deux aspects qui nous font grandir et on évolue beaucoup là-dessus. Et après, c'est vrai que sur la partie projet, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer au sein des équipes pour rassurer, pour structurer en fait ces projets-là où justement il y a tellement de sujets. Enfin, on parlait tout à l'heure au départ, l'entreprise a une idée, mais on arrive, on remet à plat un peu tout, on passe toujours sur un peu tous les flux, tous les process pour remettre un petit peu en question même
les projets initiaux des équipes et ce qu'eux avaient en tête, on se dit il y a peut-être d'autres choses à faire avant pour pouvoir arriver là où peut-être que l'approche peut être un peu différente. Et je pense que c'est ça que nos clients attendent de nous aujourd'hui, c'est de structurer l'approche, de se dire c'est des sujets on ne maîtrise pas forcément, on ne sait pas exactement ce qui existe, on a besoin d'un regard extérieur pour cadrer un petit peu tout ça. Et c'est là où je pense que oui, la partie gestion de projet est hyper importante pour rassurer, pour accompagner les équipes, pour structurer, pour avoir la visibilité sur du long terme. Voilà, sur des phases de diagnostic, on a vraiment une feuille de route, une stratégie, ça permet de donner un cap, on sait où on va. Et je pense que c'est le gros aussi de notre travail aujourd'hui, c'est de rassurer et d'accompagner au mieux sur cette partie. En plus, j'aime bien ce que tu dis parce que quand tu parlais, tu vois, de l'interne et on mise d'abord sur l'humain, sur le fait d'échanger ensemble, etc. Et après, tu as fait le pont avec le client en disant, aussi chez le client, notre but, c'est d'accompagner. Des fois, en interne, on dit coucouner. Enfin, vraiment, c'est vraiment... Et donc, l'humain est avant tout chez nous. Hein, l'humain est pour nous au cœur du truc. Et donc, forcément, si on doit, à un moment donné, mettre le débat qui nous anime un peu, mais est-ce que la digitalisation remplacera l'humain ? Non, nous, en fait, il n'y a pas de sujet sur ça. Parce que l'humain est tellement au cœur de tout que oui, bien sûr qu'il y a des tâches. Je ne vais pas dire que la digitalisation vient en supplément, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais l'humain reste au centre de tout. Et même l'IA, on parlait tout à l'heure, sans des gens qui définissent un besoin avec nous, qui nous font comprendre leur métier, où est-ce qu'ils ont des problèmes, et qui vont utiliser l'IA demain, t'as pas d'humain, t'as pas d'IA. Enfin, tu vois, le débat, il est là. Et donc, c'est pour ça que c'est autant ancré chez nous et qu'il n'y a pas de sujet. C'est pas un peu bullshit de dire « Ah mais non, mais vous savez, votre logiciel, il remplacera personne, etc. » Mais parce qu'on le croit vraiment, parce que tous les jours, on a l'humain, notre équipe, un nouvel arrivant, l'humain, toujours. Et donc, foncièrement, il y a même pas de question à se poser. Tu vois, c'est ça que je trouve incroyable, quoi. Après, je pense que dans les démarches, dans l'industrie 4.0, il y a aussi, par exemple, la robotique, là où, évidemment, nous, on est plutôt sur la digitalisation, mais il y a évidemment plein de sous-sujets. Et je trouve que là, depuis quelques mois, années, autant avant, les machines vont remplacer l'humain, je trouve qu'on entend moins ça aussi. Parce que... Ouais, là, c'est l'IA qui a un peu tout éclipsé, je dirais. Mais comme tu disais, l'IA... s'il n'y a pas quelqu'un qui met des données à un moment donné ou qui fait des actions, mais c'est valable pour l'IA, c'est valable pour ne serait-ce qu'un ERP. Quand on fait des projets ERP, il y a plein de gens qui se disent je vais mettre un ERP et j'aurai plus à faire ça et ça se fera tout seul. Ouais. Mais pas du tout. S'il n'y a pas quelqu'un qui met de la donnée à l'entrée de chaque processus et qui en fait quelque chose en sortie aussi, c'est pareil. C'est ça, qui fait quelque chose en conscience. C'est ça. Et même si on met en place de l'IA, il faut toujours contrôler derrière. On est sur des sujets industriels, il y a plein de secteurs différents. L'agroalimentaire, il y a des risques derrière, le nucléaire, il y a des risques derrière, la défense et même dans tous les cas, l'aéronautique, l'automobile. Enfin, à la fin, il faut toujours une vérification, une patte humaine, peu importe le genre d'outil qu'on met sous le capot. C'est ça. Mais même nous, on peut même prendre notre exemple à nous. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un me dit comment vous utilisez votre outil de gestion de projet, etc. Et donc je dis on l'utilise comme ça. Et toi, à chaque fois, tu dis mais vous avez fait un truc de malade et tout. Je fais ouais, mais c'est qu'il y a des gens derrière qui l'alimentent. Tous les jours, il y a des gens qui. C'est con, mais typiquement le suivi des projets. Chaque personne, si personne suit son projet sur cet outil, on a beau avoir le meilleur outil, on aura beau avoir fait une foudre de guerre, moi j'aurais toujours pas la donnée, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est bête, mais tu sais, les gens ils voient forcément le truc et ils se disent c'est trop bien, il y a du pilotage partout, on reçoit des mails en automatique. Oui, c'est sûr que j'ai pu envoyer le mail, mais la donnée, si je mets pas mes comptes rendus, si je fais pas le truc joli, c'est pas cet outil qui va le faire pour moi, quoi. C'est pareil pour le RP. L'IA, c'est sûr que c'est en fait les gens ne savent pas exactement ce qu'il y a derrière, font l'amalgame entre plein de choses, entre automatisation, on en parlait encore un peu avant, même je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la notion d'un module IA dans un ERP ou dans un MES, dans un PLM, et ils se disent juste tiens, tranquille, je vais te faire tourner quelque chose et ça va me sortir un produit. Alors, ça va peut-être t'en sortir une bribe, ça va te sortir... en gros, le système va pouvoir dire tiens, depuis 10 ans, tu as fait ça, 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 et je te conseille de plutôt faire ça parce que tu l'as plus vendu. Mais je te conseille de faire ça. Il ne va pas prendre la décision pour toi. À la fin, c'est toi qui génères de l'argent, c'est toi qui génères de la prod. Et s'il y a une erreur,
enfin, tu pourras dire c'est mon IA, les gens vont dire oui, c'est bien, c'est toi qui es derrière, quoi. Donc l'humain au centre de tout, hein, et encore une fois, je pense que même s'il y a certaines personnes qui vont dire mais non, si, vraiment, je pense que c'est l'essence de la boîte, c'est d'y penser, et ça n'a jamais bougé, hein. Et ça me fait juste penser un truc pour rebondir un peu sur ce que tu disais, le côté humain, c'est justement, on parlait très de technologie IA, et la base de la base, c'est vraiment les besoins terrain. Et enfin, tous les projets, on les commence sur le terrain avec les équipes. C'est ça, ouais, c'est vrai que c'est un bon point. Et ça me fait vraiment penser à un projet que j'ai en cours actuellement où il y avait vraiment, on va dire, un historique dans l'entreprise ou un manque de communication justement avec la partie plus service informatique, et où chacun avait vraiment besoin d'être écouté. Et je faisais le tour un petit peu des différentes équipes, et à la fin, ils me disaient mais en fait, vous êtes un peu notre psy. Et c'est ça, des fois, il y a juste besoin de... Non, mais pas encore c'était cette pas carte, ma vocation au départ. Je vais changer mon... C'est un peu ça, mais... Voilà, juste il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, et c'est ce qui fait que derrière, on sait que quand on met en place les outils, ils correspondent à ce que les personnes attendent, et c'est ce qui fait que le projet réussit. Et ce que tu disais tout à l'heure, si on fait dans l'autre sens, ça ne marche pas en général. Et je trouve que voilà, on a vraiment besoin de passer du temps avec les équipes sur le terrain, et c'est la base de tous les projets, quoi. C'est ça. Et encore une fois, c'est même pas pour se dire ah ouais, non mais là, il faut qu'on rencontre les personnes. Et puis, c'est tellement, encore une fois, dans notre ADN. Tu sais, je pensais au lancement qu'on a eu il n'y a pas très longtemps là, sur le projet qu'on va faire très bientôt toutes les deux. C'est tellement dans notre ADN que même si des fois le dirigeant ou le responsable projet va dire « Ah bon, mais vous rencontrez tout le monde ?» En fait, peut-être en 1 minute, on arrive à ce que ce soit très fluide. Il fait « Ah bah oui, on va rencontrer tout le monde. » Oui, on te l'a dit, on va rencontrer tout le monde, oui. Vraiment, c'est important pour nous. Et tu sais, du coup, limite, ils sont un peu en mode « Ah bon, mais c'est pas comme ça. » Parce que tu sais, ils ont un peu la vision d'un audit. On se met autour d'une table, on pose des questions, etc. On regarde la documentation. Et nous, c'est absolument pas ce qu'on prône. Alors, Ouais. parfois, ça passe évidemment par des choses un peu plus informelles, mais nous, on est que plus heureux si on rencontre quelqu'un à son poste de travail, on suit. Et moi, à chaque fois, je sais que ça me fait rire, mais quand le gars il me dit « Ah oui, mais alors là, c'est un peu particulier ce projet. Mais allons-y, parlons-en de ce projet très particulier, montrez-moi. » Ouais, mais non, mais si, vas-y. Parce que là, généralement, tout un truc... et du coup, ça me fait penser, et c'est super cool que tu en aies parlé sur la partie informatique. Forcément, on ne peut pas échanger sur la digitalisation sans parler un peu de cyber. Clin d'œil à Jean-Baptiste. Et forcément, vous qui menez, c'est vrai que nous, au sein du siège, c'est plus facile parce qu'on a le service infra-cyber directement avec nous. Vous qui êtes un peu plus loin en termes de démarche, de bien intégrer ça en termes de cyber, c'est quoi vos retours par rapport à ça, les rétex est-ce que vous arrivez bien à l'intégrer? Est-ce que les clients comprennent dans notre stratégie 360, c'est vraiment très important pour nous de bien comprendre le flux, le métier, pour arriver à des solutions opérationnelles. Mais qui dit solution opérationnelle de digitalisation, dit toujours infra et cyber. On parle de données foncièrement, ça serait bien de les sécuriser. Et en fait, quand on s'adresse à quelqu'un qui fait partie de la prod notamment, lui, le service informatique, voyez avec le service informatique. Nous, on arrive quand même parce qu'on est plus nombreux au siège, et donc c'est plus facile de dire tiens, je vais prendre Thomas avec moi, je vais prendre Jean-Baptiste, je vais faire le lien, etc. Vous qui êtes forcément seul à mener la barque, avec évidemment vos équipes maintenant, mais comment vous menez ça? C'est assez naturel parce que toutes les deux, on a passé quelques temps, quelques mois, quelques années à Angoulême aussi au siège. Donc on a le lien très facile, on est en lien tous les jours, je dirais, avec les équipes, peu importe les agences, la proximité géographique ou pas. Donc déjà, on a ce lien d'équipe, de collègues entre nous, voilà, c'est vraiment naturel. Et sur nos projets, peut-être que pendant un moment, on se refusait de pousser plus la cyber, l'infra, parce que déjà, on ne peut pas tout faire non plus. Donc petit à petit, on était seuls, on montait tous en charge. Donc ça s'est fait peut-être petit à petit. Là, l'équipe grandit aussi, IT. Et au final, moi, ce dernier trimestre, j'ai eu plusieurs projets où ils sont venus aussi. L'équipe IT, parce que, en fait, oui, comme tu dis, les questions sont inévitables. On parle forcément de qu'est-ce qui est installé, où, comment, en local, hébergé.
combien ça coûte, est-ce que vous faites tout en interne, est-ce que c'est externalisé, et challenger un peu tous ces sujets-là, et qui mieux que des experts pour parler de ces sujets. Nous, en effet, on parle de digitalisation opérationnelle, évidemment qu'avec le temps, on maîtrise un petit peu plus le sujet aussi, mais même après, quand il s'agit de mettre en place des pentests et d'aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là, c'est vraiment très naturel, tout le monde est ouvert, il n'y a pas de souci aussi de déplacement, on est mobile. Non, c'est vraiment dans l'ADN de l'agence, et j'ai aucun souci. Toi, tu es peut-être un peu plus loin du siège à la limite. Mais après, je pense que c'est vraiment dans les échanges, même, j'ai envie de dire, avant-vente avec les entreprises qu'on rencontre, où justement, on a porté cette brique en plus, et je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne l'ont pas forcément en tête. C'est-à-dire qu'on parle vraiment métier, on va mettre en place un ERP, un MES, quel outil il nous faut, mais du coup, est-ce que vous avez pensé aussi à tout ce que ça entraîne? Et je pense qu'on a un rôle aussi de sensibilisation sur cette partie-là qui est très complémentaire là-dessus. Et après, je pense que c'est aussi des sujets, de par les différents financements, programmes de financement, sensibilisation, qui sont aussi remis au goût du jour de plus en plus, notamment pour faire le lien avec l'IA aussi. Je pense qu'il y a une sensibilisation à la gestion des données, et donc les enjeux de confidentialité, de traitement des données, d'hébergement, qui remontent aussi un peu plus. Donc je pense que les entreprises sont de plus en plus sensibilisées à ça. Donc c'est aussi plus facile d'aborder ces sujets-là, et il y a moins cette réticence où on ne sait pas trop de quoi on parle. Et après, non, c'est vrai qu'avec le lien avec l'équipe, pour moi, c'est très naturel. C'est souvent des projets opérationnels qui vont qui vont ramener naturellement des sujets infrastructure. Là, on commence à voir de plus en plus l'inverse aussi, où c'est des besoins cyber, et derrière, on se rend compte que il y a des besoins métiers derrière. Donc ça se fait très naturellement, et c'est vrai que l'équipe grandit aussi, donc c'est de plus en plus facile de gagner en compétences aussi là-dessus. Et je pense que même en interne, au gré des projets, on gagne toujours plus en compétences, et c'est ce qui est intéressant aussi là-dessus. Oui, et puis c'est la légitimité de l'objectivité. Oui. Parce que je pense, d'un point de vue pur conseil, même si je sais qu'on ne porte pas le conseil de prime abord, mais l'expertise, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, forcément, les industriels souhaitent qu'on leur apporte notre vision et notre conseil de la situation. Sur la partie cyber et infra, ils sont accompagnés. Enfin, ils pensent être accompagnés. Je ne vais pas taper sur l'ambulance et je ne vais pas taper sur les ESN, évidemment, mais ils pensent se dire, vu que j'ai une société qui gère mon infra, c'est bon, c'est géré. Et on ne remet pas en question ton ESN, pas du tout, et on ne fait pas la guerre à ça, mais c'est juste, on va changer, on va prendre un cap, on est en train de faire une feuille de route de digitalisation. Ça peut être mettre en place un nouvel outil, ça peut être ajouter, faire un module, créer des ponts, automatisation, IA, etc. Et on ne te dit pas de mettre tout à la fenêtre et de béner ton infra, mais ça veut juste te dire, ça va être peut-être plus gourmand, ça va peut-être, il y a des migrations qui vont changer, il y a peut-être des gens qui vont devoir accéder à ça à distance alors qu'avant pas du tout. Et ça, si c'est pas bien préparé, ton ESN, c'est pas un magicien. Et donc, c'est pas en disant à la fin de la foire, ah, au fait, je change, il me faut ça. Eux, il faut que ce soit préparé en amont. C'est aussi très intéressant d'avoir, je pense, une vision un peu extérieure. Souvent, quand une ESN nous suit depuis longtemps, c'est vrai qu'on a des petites habitudes, etc. Et le milieu de l'informatique, de l'infra et de la cyber change constamment. Et donc, juste à un moment donné, de travailler main dans la main avec ce type de société-là, pour leur dire, non, nous, on ne vient pas te remplacer. Nous, on n'est pas une ESN, donc dans tous les cas, tout va bien. Nous, on vient pour faire évoluer la feuille de route, on vient évoluer pour faire évoluer les pratiques, etc. Et pour ça, il y a peut-être un peu de changement à avoir, et ça se prévoit. Et c'est ça aussi qui fait que, comme vous disiez, c'est beaucoup plus naturel. Et forcément, maintenant, on connaît le métier de chacun, et comme le service infrastructure, Jean-Baptiste ou Thomas, peuvent défendre notre point de vue opérationnel, ils ne feront pas ce qu'on fait, notre métier. Mais pour autant, si, comme tu dis, des fois, il y a des sujets cyber qui apportent de l'opérationnel, parce qu'au final, c'est fluide, on comprend notre mission, notre valeur, on a vraiment travaillé ça au sein de l'agence, et donc, c'est naturel de défendre ça. Il y a pour autant des projets, des clients qui finalement disent non, moi, niveau infra, on a un service avec 5 personnes, et bon là, on ne va pas non plus forcer, ça sert à rien. Mais
à chaque fois, force est de constater que le rétex, on se dit, bah oui, mais on va quand même prévoir peut-être au moins une petite heure avec ton service, parce que ça serait bien qu'on échange. Et souvent, d'ailleurs, quand c'était des petits points avec parcimonie, au final, les mecs disent, ah oui, bon, Peut-être des il sujets. y a un petit échange en plus qu'on va... mais donc, du coup, c'est cette méthodologie-là, et on en revient à tout à l'heure sur, on va dire, c'est quoi la recette de ce qui fonctionne à l'agence et pourquoi je vais toucher du bois, mais pourquoi les clients sont satisfaits, c'est de la proximité, ne jamais les prendre de haut. Donc, c'est-à-dire, enfin, c'est pareil, hein, c'est pas quelque chose que je m'applique et j'y pense avant de rentrer dans une industrie en mode ah bon, là, voilà. C'est juste te dire, ok, tu rentres dans une industrie, c'est une nouvelle chose, et même si c'est une typologie que je connais, on parlait de l'agroalimentaire, ça peut être la métallurgie, parce qu'on a beaucoup de clients dans la métallurgie, qui sur le principe, oui, bon, ils vont faire de la découpe laser, bon, c'est bon, je connais. Mais à chaque fois, on enlève cette casquette-là de je connais, on va sur le terrain, on regarde, on crée peut-être des liens ou des ponts avec d'autres rétex, c'est ce qui fait notre force aussi. On va tout de suite dire aux autres de l'équipe, tiens, j'ai vu ça, tiens, par contre, tu vois, j'ai vu ça, c'est un peu particulier, moi je ne l'ai jamais vu, est-ce que vous avez vu? On partage, on met l'IT très vite dans la boucle aussi. Et là, après, on refait, on va dire, les petits circuits imprimés qui vont bien s'il y a besoin de faire des liens. Mais c'est jamais, ah oui, bon, ils font de l'agro, oh, écoutez, vous avez besoin de ça, merci, c'est cette solution, je vais vous apprendre. Non, et vraiment, on n'a jamais cette posture-là. Et c'est ça aussi qui fait que c'est un peu être humble aussi et toujours se remettre en question. Moi, souvent aussi, je parle comment à chaque fois, je donne des cours dans certaines écoles et je garde ça parce que tu apprends quelque chose, mais la question, ils vont te la renvoyer. Les étudiants, ils sont très forts pour ça, quoi. Et puis en plus, dans une génération qui change, hein, les étudiants que j'ai en face, eux, ils utilisent l'IA voilà, pour regarder le temps dehors, c'est l'IA, c'est pas Google. Hein. Donc, les questions qu'ils te posent, si tu arrives en mode écoutez, moi je sais, ils vont te le renvoyer, mais en puissance 1000 dans la tête, en mode mais t'es qui toi? Et donc, c'est pour ça que je le conserve. Et donc, c'est pareil, en fait, il faut conserver cette démarche-là, je pense, d'arriver et de toujours être humble. On est expert, mais on va vous écouter, on regarde. Ce que je dis aussi parfois, c'est oui, la digitalisation, c'est bien, mais là, ton business, tu le mènes, tu génères du profit, tu salaries des gens, donc bon, bah, ça marche. Donc, on va s'asseoir, on va t'écouter, on va regarder quelle est ta clé de succès et ce qui fait que là, tu as besoin peut-être de faire de la croissance, d'accélérer les choses, de supprimer les quelques valeurs, les non-valeurs ajoutées. Mais pour autant, ça fonctionne. Il n'y a pas une société qui est en cours de fermer qui me dit bon, j'ai besoin de digitaliser. Non, ça c'est très peu arrivé, quoi. Et donc, ça montre bien que il faut s'appuyer sur je dirais, sur la valeur de cette boîte avant de dire non, mais je sais. Ah oui, vous, c'est un PLM qu'il vous faut, c'est comme ça qu'il faut le mettre en place. Ah vous, oui, vous avez des machines, bon, c'est un MES, ça sera celui-là. Voilà. Et ça, je pense que c'est cool. Et on a tous cette démarche-là, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. On a abordé pas mal de thèmes, hein. C'est pas mal. Final, hein. Ouais. Des choses, peut-être des anecdotes croustillantes sur cette année, cette première année où vous avez travaillé main dans la main avec l'équipe qui s'agrandit. Ouais, clairement. C'est hyper enrichissant. C'est vrai, depuis 2018, le poste n'est pas du tout le même. L'équipe non plus. On a vu l'agence se métamorphoser, grandir, ouais, et ça n'arrête pas en fait. Oui. Vraiment, ça fait 7 ans que je suis à l'agence. Et j'ai l'impression que ça fait 1 an et demi, que je suis tout le temps en train d'apprendre. Et on apprend des nouveaux arrivants. Encore hier, on s'est mis autour de la table, on était 4 ou 5 pour se faire des retours d'expérience de qu'est-ce que tu as pensé de ton intégration, comment ça s'est passé. Chacun a vient d'horizons différents. Et le but, c'est qu'on s'enrichisse tous. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué cette année dernière, c'est d'apprendre, le management est nouveau pour moi aussi, oui. D'apprendre de ce côté-là. On se fait former beaucoup sur la gestion de projet aussi, on n'en a pas forcément parlé, mais on s'enrichit nous-mêmes et on va chercher ailleurs aussi des ressources pour se faire accompagner. Et cette année, sur plein de sujets différents, on s'est fait accompagner d'ailleurs aussi au niveau de l'agence, au niveau global. Et je sais pas, non, et en fait, il y aurait tellement de sujets, mais on n'arrête pas d'apprendre de par nos clients, de par l'équipe, c'est ça, qui s'agrandit, les sujets auxquels on fait face, mais pas du tout de manière négative.
on prend des nouveaux challenges Oui. sans arrêt. Il y en a des nouveaux qui vont arriver cette année. Donc, je sais pas, non, des anecdotes, il y en a plein, mais c'est que de l'enrichissement, quoi. C'est une aventure fascinante, quoi. Et je pense que, pareil, quand l'équipe grandit, il y a toujours cette crainte de... Oui, que ça ressemble plus à comme avant. Oui, Ouais. et puis de La parfois... oui, même pas le risque d'intégrer des personnes Oui. avec lesquelles ça ne matche pas forcément, parce que on a vraiment une unité, voilà, on s'entend tellement tous très très bien. Donc on espère garder ça. Et c'est là où je trouve que c'est très fort, c'est que plus ça va, plus ça grandit, mais on garde vraiment cet état d'esprit. Oui. Et c'est ça qui est... je me rendais compte hier, aujourd'hui on est 15, même au niveau des échanges, tu sais plus à qui parler, tu as envie de parler à tout le monde. Et c'est vrai qu'au départ on était, et moi je suis arrivée encore après, mais un petit noyau dur, et là ça commence à grandir et on garde cette ambiance où on s'entend bien, on arrive à se tirer vers le haut professionnellement. Et moi, je pense aussi, très personnellement, au développement de l'agence de Morgane, qui m'a permis, moi, d'avoir la visibilité sur les étapes, de me rassurer à des moments, de se dire oui, ça prend du temps, il y a des choses qui prennent du temps. Alors, on a beaucoup travaillé main dans la main, on s'est beaucoup conseillé aussi, d'avoir toi aussi ton retour d'expérience de dirigeante de l'entreprise, mais de se dire, on sait qu'on est sur un secteur industriel, on sait que les décisions prennent du temps, on sait que pour s'ancrer dans un territoire, il faut qu'on... sincère, on va dire qu'on ait vraiment un écosystème vertueux auprès des partenaires, des réseaux, ce genre de choses. Et tous ces rétextes-là nous font grandir aussi. Et c'est rassurant quand tu arrives derrière de te dire il y a des choses qui ont déjà été mises en place. Plus on grandit, plus l'agence, on a des projets, on a des retours d'expérience, on a des réseaux qui nous soutiennent aussi. C'est hyper important de présenter ça. On part pas de zéro. Mais ça, je pense, c'est le fait d'être humble, d'être toujours à sa place, de jamais venir en mode écoutez, moi je sais, mais plutôt d'apporter une vision qu'on a apporté. Ce qu'on sait. Mais je pense que c'est une démarche, et je pense que le réseau nous le rend bien, les partenaires nous le rendent bien, nos clients nous le rendent bien évidemment. Et en fait, ça se fait naturellement. C'est jamais forcé. C'est vrai que entre les différentes choses, on pourrait se dire des fois on force un peu le trait, mais je trouve qu'on le force pas du tout, et c'est ça qui est vraiment bien, quoi. Bon, plein de nouvelles choses du coup pour l'année 2026 qui arrive, et évidemment pour plein d'autres, plein de challenges, mais qu'on partagera en temps voulu en termes de challenge. Donc merci beaucoup pour ces échanges-là, c'était trop cool. Restez connectés parce qu'on va parler évidemment plus précisément encore des sujets un petit peu plus techniques, et on va essayer de faire venir des personnes qui nous partagent eux-mêmes leurs rétex, les industriels. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à donner votre point de vue sur ce qu'on s'est dit, peut-être ne pas être d'accord, être d'accord. Et puis, on se retrouve bientôt dans Ça part en pod.